Merci, cher maître, pour votre assistance. Bonjour. J'essaierai dans cette présentation de faire le point sur l'utilisation et la gestion des nouveaux anticoagulants en période péri-opératoire. Donc, ce sont des molécules qui initialement ont été Donc, il faut savoir que c'est des molécules, donc les anticoagulants oraux directs sont des molécules qui ont initialement été utilisées dans la thromboprophylaxie de la chirurgie orthopédique, principalement les PTH et les PTG. Ces molécules ont vu leur éventail d'indications s'élargir pour atteindre le traitement curatif des thromboses veineuses profondes, de l'embolie pulmonaire, des maladies thromboemboliques veineuses et même le traitement préventif des AVC et des embolies systémiques en cas de fibrillation atriale. Alors, pour rappel, il existe deux grandes classes d'anticoagulants oraux. D'abord, celles qui sont très connues, qui sont des anticoagulants indirects, dits AVK, principalement la warfarine et le Syntran. Et à côté de cette classe, on retrouve les nouveaux anticoagulants, dits AOD, donc anticoagulants oraux directs. Cette classe se divise aussi en deux groupes. On a les anti-10A, donc anti-facteur 10 activés. On retrouve le Xarelto et les Liquis, donc l'apixaban et le rivaroxaban, et les anti-2A, donc anti-facteur 2 activés, principalement représentés par le dabigatran. Alors, certaines caractéristiques de ces molécules sont importantes à noter. Ce sont des molécules qui ont prouvé leur efficacité, même si leur utilisation est beaucoup plus récente que celle des AVK. Ce sont en plus des molécules dont l'efficacité, pas l'efficacité, le degré d'hypocoagulation ne peut être évalué par les tests d'hémostase classiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des tests d'hémostase, TP, TCK, enseignement totalement normaux chez ces patients, c'est des patients qui sont sous AOD. Il est aussi important à savoir que ces anticoagulants, à part le dabigatran, ne possèdent pas d'antidote. Donc il existe un antidote pour le dabigatran, mais pas pour les deux autres molécules. Donc pour leur mécanisme d'action, contrairement aux antivitamines K qui vont agir par indirect en inhibant la synthèse des facteurs dépendants de la vitamine K au niveau du foie, les anticoagulants directs vont eux agir directement en inhibant l'action de leurs facteurs respectifs, à savoir les facteurs, donc le Xarelto et les Liquis vont agir en bloquant directement le facteur 10 activé, et le dabigatran, lui, il va bloquer directement le facteur 2 activé, d'où leur nom anticoagulant direct. Donc, arrivé au vif du sujet, le nombre de plus en plus élevé de patients mis sous anticoagulants impose, et qui sont proposés à une chirurgie, un geste chirurgical, impose donc une mise en pour la prise en charge, ça impose une mise en balance du rapport bénéfice-risque. On va donc avoir d'un côté un risque thrombotique lié au terrain qui est majoré par l'arrêt des anticoagulants, et de l'autre côté, donc du côté contralatéral, on va avoir un risque hémorragique lié à la chirurgie qui lui aussi est majoré par le maintien de ces anticoagulants. Donc la prise en charge de ces patients dépend également de la connaissance de certaines caractéristiques pharmacologiques donc de ces molécules. Sur cette plaque, donc, on notera principalement alors que le dabigatran a une élimination rénale à 80%, contrairement aux anti-10 activés qui vont épargner le rein. Donc le deuxième point important à noter, c'est que c'est la demi-vie d'élimination. On notera que le dabigatran, qui est le facteur anti-2A activé, a une demi-vie d'élimination beaucoup plus longue que les autres, donc qui est en moyenne de 15 heures. Donc les deux éléments très importants à retenir sont la clairance à la créatinine et le délai ou la date de la dernière prise de ces molécules. Donc, alors ceci est un tableau qui va récapituler de façon très schématique la gestion, comment est-ce qu'on va gérer ces nouvelles molécules, donc les anticoagulants directs en période
périopératoire. Donc après évaluation du risque hémorragique, tel qu'il a été présenté par le docteur Boudedé et le docteur Lalabi, donc risque hémorragique et risque thrombotique, on va distinguer deux cas de figure. Alors lorsque le risque hémorragique est dit faible, les AOD seront maintenus jusqu'à la veille de l'intervention chirurgicale où le patient ne sautera que la prise de la veille. C'est-à-dire que la veille au soir, le patient ne prendra pas son traitement, le geste chirurgical est réalisé à J0 et en post-opératoire, le patient reprendra son anticoagulant à l'heure habituelle, mais au minimum 6 heures après la fin du geste invasif. Maintenant, lorsque le risque hémorragique est estimé être modéré à élevé, on va ça va là dépendre donc de la molécule prise par le patient. Lorsqu'il s'agit d'un patient qui est sous anti-10A, donc rivaroxaban et apixaban principalement. Alors, il faut savoir que ces molécules ne sont pas contre-indiquées lorsque la clairance à la créatinine est inférieure à 30. On peut aller jusqu'à 15 ml par minute, contrairement au dabigatran, où lorsque la clairance est inférieure à 30, la molécule est contre-indiquée. Donc, pour les anti-10A, le patient, on arrêtera donc les anticoagulants à J-3. Par contre, pour le dabigatran, tout dépendra de la clairance à la créatinine, puisque l'élimination est principalement rénale. Et donc, lorsque la clairance est supérieure à 50 ml par minute, la molécule sera arrêtée 4 jours avant le geste. Lorsque la clairance est beaucoup plus faible, donc comprise entre 30 et 49 ml par minute, la molécule sera arrêtée 5 jours avant le geste. Le geste est fait et en post-opératoire, la première prise sera à dose prophylactique, 6 heures après le geste, et la dose curative ne sera reprise, ne sera établie que lorsque l'hémostase le permet, à titre indicatif, entre 24 et 72 heures. Donc, quelques points sont très importants à préciser dans cette plaque, c'est que vous allez remarquer qu'il n'y a pas de relais éparé. Donc, les délais proposés d'arrêt des nouveaux anticoagulants ne mettent plus de place pour les relais par l'héparine. Les molécules vont assurer un degré d'hypocoagulation suffisant. Ceci dit, dans certaines situations très particulières, par exemple où le risque thrombotique est très élevé, je citerai l'exemple d'un double remplacement valvulaire, là dans ce cas, les délais d'arrêt, le relais par l'héparine, sera justifié et sera décidé par une équipe pluridisciplinaire. Un deuxième point qui est important également à noter, c'est les dosages plasmatiques spécifiques des anticoagulants. Ils ne sont pas utilisés en pratique courante. Ils ne sont recommandés que lorsqu'on suspecte une accumulation. Cette accumulation est suspectée lorsqu'on a donc les délais d'arrêt ne sont pas respectés, ou encore lorsqu'on a une clairance à la créatinine basse, donc une insuffisance rénale, principalement lorsque le patient est sous dabigatran. On note également que lorsque une ALR périmédulaire est proposée à but anesthésique ou analgésique, et lorsqu'un KT est mis en place, le relais en post-opératoire ne sera pas pris par les AOD, il sera pris par les HPPM qui assurent un retrait plus sécurisé du cathéter. Alors, un autre point important aussi, c'est que lorsque le risque hémorragique est très élevé, un risque hémorragique très élevé lié à la chirurgie, je citerai par exemple la neurochirurgie, les délais d'arrêt sont revus à la hausse, c'est-à-dire qu'on pourra aller jusqu'à 6 à 7 jours d'arrêt. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Maintenant, en situation d'urgence, donc alors c'est pas un fribocateur qu'on peut faire à un réanimateur, gérer un patient sous AOD qui nécessite un geste chirurgical en urgence. Donc, je le rappelle encore une fois que les tests d'hémostase classiques ne reflètent pas le degré d'anticoagulation. Par conséquent, donc on va avoir deux cas de figure, un patient sous dabigatran et un patient, donc dabigatran sous anti-2A, et les patients sous Xaban, donc les Xaban ce sont le rivaroxaban et l'apixaban, donc les anti-2A. Alors pour le dabigatran, la prise en charge dépendra principalement de la concentration résiduelle évaluée par les dosages plasmatiques spécifiques et la clairance à la créatinine. On avait vu que le dabigatran avait une élimination rénale et que les concentrations résiduelles dépendaient étroitement de la fonction rénale. Donc, ce qui nous arrange par contre, c'est l'existence de l'antidote spécifique
du dabigatran, qui est un anticorps monoclonal qui va fixer le dabigatran et qui a une affinité à la prothrombine supérieure à 200 fois celle du dabigatran. Pour l'hexabond, par contre, le seul élément qui va déterminer la prise en charge donc, en urgence reste les concentrations résiduelles, puisque eux, ils n'ont pas d'antidote. Et donc, alors ceci est un schéma récapitulatif, donc je vais essayer de le résumer très rapidement. Donc vous allez voir que tout va dépendre de la concentration résiduelle des anticoagulants, donc principalement des anti-10A, donc au niveau, lors de l'intervention chirurgicale. Élément très important, à chaque fois que le geste chirurgical peut être retardé, je le retarderai. Je ne prendrai pas en charge un patient avec un risque hémorragique, un patient sous AOD avec un risque hémorragique élevé. À chaque fois que je peux retarder le geste, je le ferai. Sinon, alors, lorsque la concentration plasmatique est inférieure à 30 nanogrammes par litre, le geste peut être fait. Le risque hémorragique lié aux AOD est très faible. Maintenant, lorsque la concentration est supérieure à 30, donc entre 30 et 400 nanomètres par litre, là, tout dépendra. Là aussi, lorsque je peux retarder le geste, je le retarderai. Sinon, je vais. Alors, lorsque le risque hémorragique est très élevé, je vais d'abord assurer le geste. Sinon, je vais. Et s'il existe des stigmates de saignement importants, donc majorés par rapport à l'habituel, je vais antagoniser. L'antagonisation des anti-10A, c'est une antagonisation non spécifique, ils n'ont pas d'antidote. Donc tout ce que je peux faire, c'est donner les complexes prothrombiniques. Donc alors soit le CCP, soit le PPSP. Alors ce schéma donc, qui est pour le rivaroxaban s'applique aussi pour l'apixaban. Maintenant, pour ce qui est du dabigatran, on avait dit tout à l'heure que la gestion du dabigatran, principalement en urgence, dépend de la clairance à la créatinine et de la date, de l'heure de la dernière prise, puisque l'élimination est principalement rénale, donc la concentration plasmatique résiduelle est très importante à considérer. On a trois cas de figure principalement. Donc lorsque le risque hémorragique est extrême, j'ai une chirurgie, donc un hématome intracrânien, j'ai un hématome sous-capsulaire du foie expansif, et lorsque j'ai une concentration résiduelle supérieure à 30, ou encore je n'ai pas de concentration, soit qu'elle n'est pas disponible, soit je n'ai pas de réactif, donc je n'ai pas de concentration. Dans ce cas, si le geste peut être retardé, je le retarderai. Sinon, je vais antagoniser et ensuite réaliser le geste. Dans la deuxième situation, lorsque j'ai un risque hémorragique élevé, avec une concentration du dabigatran, donc inférieure à 30, ou supérieure à 30, pardon, ou encore j'ai une clairance à la créatinine inférieure à 50, ou encore j'ai une date de dernière prise, j'ai pas de concentration, mais j'ai une date de dernière prise inférieure à 24 heures et une clairance inférieure à 50, là j'ai un risque élevé d'accumulation, et dans ce cas, je vais, alors quand je peux retarder, bien sûr, je le retarderai encore une fois, sinon, je vais assurer mon geste, et si j'ai des stigmates de saignement, là, je vais antagoniser. Donc, antagonisation ici, elle est spécifique, on utilise un antidote, et s'il n'est pas disponible, encore une fois, j'utiliserai les complexes prothrombiniques, sinon le PPSP. Alors, pour ce qui est de l'ALR et le dabigatran, je crois que c'est le même principe qui s'applique, les mêmes principes utilisés pour les antiagrégants plaquettaires vont être utilisés pour les AOD. Il faut savoir que les blocs nerveux superficiels sont considérés à risque hémorragique faible et les blocs nerveux profonds et l'ALR périmédulaire est considéré à risque hémorragique élevé. Et par conséquent, tout geste d'ALR fait chez un patient sous AOD doit vraiment apporter un plus, éviter toute contre-indication, et si une autre technique d'anesthésie ou d'analgésie peut être assurée, il vaut mieux l'utiliser si l'ALR n'est pas indispensable. Alors, en dehors de tout contexte chirurgical, les patients sous AOD peuvent présenter des accidents hémorragiques. La classification des accidents hémorragiques a été présentée par la HF en 2008 et revue par l'organisation, par le groupe d'intérêt pour d'hémostase périopératoire. Et on a classé les hémorragies graves en plusieurs classes. Donc, une hémorragie grave est définie par une hémorragie qui a soit une localisation menaçant le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel. Donc, je dirais l'hémorragie intracrânienne, l'hémorragie intraspinale, l'hémorragie intraoculaire, rétro-orbitaire,
l'hémothorax et l'hémorétropéritoire. Donc tout ça, c'est des localisations menaçant le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel. Le deuxième groupe, ce sont les hémorragies graves sans donc localisation particulière, hémorragie extériorisée non contrôlable, hémorragie avec instabilité hémodynamique, hémorragie avec signe de choc et hémorragie nécessitant un geste d'hémostase en urgence ou encore celle nécessitant une transfusion de culot globulaire. Alors, devant un accident hémorragique chez un patient traité par AOD au long cours, d'abord, c'est les règles standards de prise en charge. La première chose à faire, c'est le dosage. Donc, le dosage de l'activité résiduelle des anticoagulants directs et de la créatinine, surtout si le patient est sous la 4 ans. Ensuite, ce sont les gestes d'hémostase habituels, que ce soit chirurgical, endoscopique, radiologie interventionnelle, etc. Le traitement symptomatique, donc remplissage, transfusion, etc., etc. Et ensuite, on passera au traitement spécifique des hémorragies survenant sous AOD. Donc, pour les hémorragies à localisation menaçant le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel, l'antagonisation s'impose sans attendre le résultat des dosages stériques envoyés. C'est-à-dire que dès que j'ai une hémorragie menaçant le pronostic fonctionnel, je vais antagoniser sans attendre le résultat du dosage. Maintenant, lorsque l'hémorragie est dite grave, mais ne menaçant pas le pronostic vital ou fonctionnel, là, je vais d'abord utiliser les gestes hémostatiques classiques. Si l'hémorragie est contrôlée, on ne va pas antagoniser, donc pas de réversion. Si le saignement persiste avec une concentration supérieure à 50 nanogrammes par millilitre, là aussi, persistant avec une concentration supérieure à 50, là aussi, je n'antagonise pas. Maintenant, si le saignement persiste avec une concentration inférieure à 50, là, l'inverse, pardon, excusez-moi. Donc, inférieure à 50, je n'antagonise pas, et supérieur à 50, j'antagonise. Alors, d'antagonisation, la troisième catégorie, c'est lorsque l'hémorragie n'est pas grave. Là, l'antagonisation n'est pas indiquée. Je vais traiter symptomatiquement et je vais plutôt discuter pour rechercher les contre-indications aux AOD, à savoir la clairance à la créatinine. Je vais discuter le saut d'une prise. Donc, je vais gérer mon choc hémorragique sans antagonisation. Alors, par antagonisation, sous-entend, donc pour le dabigatran, c'est l'antidote spécifique. Sinon, pour les autres molécules, ou en cas de non-disponibilité de l'antidote, on utilisera le CCP, donc le concentré de complexe prothrombinique, sinon le PPSP. Alors, lorsque le dosage n'est pas disponible, c'est un point très important, vu qu'on n'a pas forcément des dosages stériques qui sont disponibles. Donc, lorsque le dosage stérique n'est pas disponible, donc une dernière prise inférieure à 24 heures, ou encore une clairance à la créatinine inférieure à 50 nanogrammes par millilitre, suppose que la concentration résiduelle des anticoagulants est supérieure à 50 nanogrammes par millilitre. Donc, ce sont deux éléments qui sont recueillis à l'interrogatoire et qui peuvent nous aider dans la gestion périopératoire de ces anticoagulants. Donc, pour conclure, la prescription des anticoagulants a considérablement augmenté ces dernières années. Ces gestes de traitement, donc alors, la gestion de ces traitements en chirurgie réglée dépend principalement du risque hémorragique de la procédure. Ni le relais, ni le dosage systématique n'est recommandé. En situation d'urgence, le raisonnement dépend principalement du dosage de la concentration résiduelle et de la créate, même si on n'attendra pas toujours les résultats du dosage pour antagoniser. Et enfin, ces propositions peuvent être revues donc, au fur et à mesure que l'expérience clinique acquise avec ces molécules et de la mise en disposition d'antidotes, principalement des anti-10-1. Je vous remercie. Merci. Donc, une séance de discussion de 15 minutes si vous avez des questions à poser. J'appelle donc